Bonjour à tous. Vous m'entendez, oui? Ça fonctionne? Oui. Moi, je vais vous présenter. J'étais chercheur au laboratoire de psychiatrie à l'Université de Bordeaux, CNRS, et je suis depuis 2 ans et demi en poste à l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie, aux États-Unis. Donc, je vais vous présenter des travaux sur les troubles liés au jeu et le DSM-5. C'est des travaux que j'ai effectués. Je vais vous présenter des travaux effectués avec des données françaises, donc de Bordeaux, et des données américaines de Philadelphie. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Les données que je vais vous présenter sont des données recueillies avec des financements gouvernementaux américains et français, et donc dont les financeurs n'ont eu aucun rôle dans l'analyse des données ou l'interprétation des données. Donc, vous savez que depuis mai 2013, le DSM-5 a été publié. De nombreux changements ont lieu, notamment au niveau des troubles de l'addiction. Et parmi ces changements pour les troubles de l'addiction, on a eu des changements du trouble du jeu d'argent et de hasard. Donc, le trouble appelé jeu pathologique dans le DSM-4 n'existe plus. On parle maintenant d'un trouble lié au jeu. Et ce n'est pas simplement un changement de nom, c'est également un changement de localisation dans le DSM, puisque ce trouble n'est plus un trouble lié au contrôle des impulsions, mais maintenant est associé au trouble lié aux substances. Donc, cette modification, ce changement et ce rapprochement avec le trouble lié aux substances a été mis en évidence dans de nombreuses études depuis à peu près qui ont commencé à partir des années 2000. Donc, on a pu mettre en évidence de nombreuses similarités des pathologies liées au jeu et des pathologies liées aux substances. Ce rapprochement va permettre une meilleure reconnaissance du trouble et donc améliorer la recherche et améliorer l'accès aux soins pour les patients qui souffrent de troubles liés au jeu. Donc, ce rapprochement des substances, on n'a pas non plus gardé les mêmes critères. Il y a eu 2 changements majeurs dans les troubles du jeu. Le premier a été le retrait du critère activité illégale. Donc, il est à noter qu'en fait, ça suit le même modèle que pour les troubles des substances, pour lesquels aussi dans le DSM-5, le critère activité illégale a été supprimé. Le deuxième grand point de changement a été la réduction du nombre de critères nécessaires pour avoir un diagnostic de troubles liés au jeu. Donc, je vous rappelle, dans le DSM-4, il fallait présenter 4 critères parmi les 10. Dans le diagnostic du trouble lié au jeu du DSM-5, il ne faut plus que 4 critères parmi les 9 critères possibles. Donc, tous ces changements font qu'on se pose la question de l'impact en termes de changement dans les prévalences du diagnostic. Est-ce qu'on va diagnostiquer correctement les patients avec un vrai trouble du jeu, ou est-ce que ces nouveaux patients qui n'étaient jusqu'alors pas diagnostiqués comme ayant un trouble sont finalement des patients qui ne devraient pas avoir ce diagnostic, pardon. D'où l'objectif de cette communication. Donc, le premier objectif, c'est d'essayer d'évaluer l'impact de ces changements, et notamment l'impact des changements donc, au niveau des critères sur la prévalence du trouble du jeu, et également donc, de caractériser quelles sont les caractéristiques de ces patients qui sont nouvellement diagnostiqués, qui n'étaient jusqu'alors pas diagnostiqués avec le DSM-4 et qui se retrouvent diagnostiqués avec un trouble du jeu en utilisant les critères DSM-5. Donc, on revient sur quel est l'impact des changements. Donc là, je vous présente premier grand changement. Donc je vous rappelle le retrait du critère activité illégale.
Donc, je vous ai mis sur ce graphe représenté... Ah, est-ce que vous voyez quand je pointe, ce ne soit pas trop donc, en bleu, en fait, on a deux études différentes représentées. Vous avez l'ensemble des critères du DSM-4 du jeu pathologique, donc préoccupation, besoin de jouer plus, effort incontrôlé pour arrêter ou contrôler la pratique du jeu, irritabilité, énervement lorsqu'on réduit la pratique du jeu, jouer comme un moyen de s'échapper, le chasing, mentir sur sa pratique de jeu, donc avoir des activités illégales pour financer sa pratique du jeu, avoir mis en jeu ou perdu une relation familiale, sociale à cause de la pratique du jeu et compter sur les autres pour obtenir de l'argent pour financer sa pratique du jeu. Donc, vous avez dans deux études, donc, en bleu, ce sont les prévalences de chacun de ces critères retrouvés parmi un échantillon de 161 joueurs en population française bordelaise qui fréquentent un centre de soins spécialisés pour traitement des addictions. En rouge, c'est un échantillon américain de 1507 joueurs qui présentaient également une comorbidité d'addiction à au moins une substance. Donc on voit que dans ces deux populations, le critère activité illégale est parmi le moins souvent retrouvé, quel que soit l'échantillon. Si on regarde maintenant plus spécifiquement les critères retrouvés, si on sépare dans ces mêmes études les joueurs non pathologiques des joueurs pathologiques, donc dans l'étude française avec 161 sujets en bas à droite parmi les 1507 joueurs de population américaine, on voit qu'on a des prévalences donc, qui sont plus élevées de tous les critères, évidemment, chez ceux qui ont vraiment un diagnostic de jeu pathologique. Mais on retrouve également dans les deux études des prévalences parmi les plus faibles, qu'on soit parmi ceux qui ont un diagnostic de jeu pathologique ou ceux qui n'ont pas de diagnostic de jeu pathologique, le critère activité illégale est bien l'un des critères les moins rencontrés dans ces populations-là. Donc on peut bien conclure que retirer ou non ce critère d'activité illégale, ce n'était pas ce critère qui faisait déjà dans le DSM-4 le diagnostic qui permettait vraiment de faire la différence au niveau du diagnostic, puisque qu'ils soient non pathologiques ou pathologiques, ils avaient d'autres critères avant d'avoir ce critère d'activité illégale. Le deuxième grand changement du DSM-5 est donc l'abaissement du seuil de critères nécessaires pour pouvoir poser le diagnostic de trouble du jeu. Donc, dans une étude, dans notre échantillon de 167 joueurs français, on a retrouvé une excellente corrélation entre le diagnostic de jeu pathologique porté par le DSM-4 et le diagnostic du trouble lié au jeu en suivant les critères du DSM-5. De plus, on retrouvait dans cet échantillon une corrélation très importante entre le nombre de critères qui étaient rencontrés chez les patients et le niveau de sévérité du trouble du jeu qui était mesuré par différents questionnaires. Le SOX, qui est SAS-OX Gambling Scale, qui est une des échelles les plus utilisées en France et dans le monde pour mesurer la sévérité du trouble lié au jeu. On avait également une mesure du nombre de jours passés sur les 30 derniers jours à jouer, du nombre d'années de jeu et enfin l'argent dépensé pour la pratique du jeu au cours des 30 derniers jours. Donc on voit que si on utilise les critères du DSM-4 ou les critères du DSM-5, on a une corrélation supérieure en utilisant les critères du DSM-5 qui étaient donc
cette corrélation était déjà excellente en utilisant les critères du DSM-4, mais si on applique les critères du DSM-5, cette corrélation est encore meilleure. Donc, l'abaissement du seuil de critères, de 4 critères sur 9, en fait, apporte une meilleure corrélation avec les mesures de sévérité qui ont été utilisées dans le cadre de cette étude. Donc, maintenant que ces changements sont faits, évidemment, en abaissant et en enlevant un critère, on se doute bien qu'on va augmenter la prévalence, donc les personnes, on va augmenter le nombre de patients que l'on va diagnostiquer. Donc là, je vous ai mis les 3 études qui ont spécifiquement regardé l'augmentation de la prévalence en utilisant les critères DSM-4 et en utilisant les critères DSM-5. Les 2 premiers, donc en bleu, la prévalence en utilisant les critères DSM-4, en rouge, la prévalence en utilisant les critères du DSM-5. La première étude est une étude en population générale américaine de 3710 joueurs. Donc là, on voit une prévalence du trouble qui est d'environ 18% et qui passe à 19% en utilisant les critères du DSM-5, donc soit une augmentation de 10%. Dans notre échantillon français de 161 joueurs, on avait une prévalence de 20% qui passait à peu près à une prévalence de 25% en utilisant les critères du DSM-5, donc une augmentation d'environ 24%. Dans l'échantillon américain de joueurs, on a une augmentation plus importante, une prévalence plus importante, qu'on utilise le DSM-4 ou le DSM-5, donc environ 38% en utilisant les critères du DSM-4 et on arrive à 41%, 42% en utilisant les critères du DSM-5, soit une augmentation de 20% de la prévalence. Donc ces augmentations, évidemment, il est légitime de se poser la question, est-ce que ces patients nouvellement diagnostiqués peuvent bien recevoir ce diagnostic, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont vraiment une pathologie, une maladie, est-ce qu'ils nécessitent vraiment le besoin d'être traités. Donc c'est ce qu'on a cherché à regarder et donc essayer de caractériser ces patients nouvellement diagnostiqués avec les critères DSM-5. Donc, pardon. Dans l'échantillon de notre population américaine de 1507 joueurs, on a regardé quels étaient les critères qui étaient retrouvés chez ces patients. Donc, en bleu, donc là vous avez les 11 critères du DSM-4 et là la prévalence de chacun de ces critères, le pourcentage de sujets qui répondent positivement à chacun de ces critères. En bleu, ce sont les patients qui ne présentent pas de diagnostic ni selon le DSM-4 ni selon le DSM-5. En rouge, ce sont les patients qui présentent un diagnostic uniquement en suivant les critères du DSM-5. Et en vert, ce sont les patients qui ont à la fois les critères en suivant les critères du DSM-4 et également les critères du DSM-5. Donc on voit que les patients qui présentent un diagnostic de troubles liés au jeu uniquement selon les critères DSM-5 ont pour l'ensemble des critères une prévalence intermédiaire entre ceux qui ne reçoivent pas de diagnostic et ceux qui ont les 2 diagnostics DSM-4 et DSM-5. En ce qui concerne maintenant les caractéristiques du jeu de ces patients nouvellement diagnostiqués, donc première colonne sont ceux qui n'ont pas de diagnostic, deuxième colonne c'est ceux qui ont simplement le diagnostic en suivant les critères DSM-5 mais pas DSM-4, et la dernière colonne étant ceux qui ont le diagnostic et du DSM-4 et du DSM-5. Donc en ce qui concerne le type de jeu,
on ne retrouvait pas de différence que les patients en termes de type de jeu joué, casino ou parier sur le sport, jouer à la loterie, l'argent parier sur des matchs sportifs, etc. Ils avaient un profil de type de jeu exactement similaire, qu'ils aient le diagnostic à la fois DSM-4, DSM-5 ou simplement le DSM-5. En ce qui concerne les caractéristiques du jeu, on voit qu'en termes de quantité d'argent joué et la fréquence du jeu, on est à une quantité d'argent joué ou une fréquence de jeu intermédiaire entre ceux qui ne reçoivent pas le diagnostic et ceux qui ont le double diagnostic, DSM-4 et DSM-5. En ce qui concerne les problèmes liés au jeu, on retrouve également une prévalence du jeu qui pose problème ou des patients qui rapportaient avoir eu un membre de la famille ou des amis qui leur avaient déjà fait une remarque sur leur pratique du jeu. On a une prévalence également intermédiaire entre ceux qui n'ont pas le diagnostic et ceux qui ont le diagnostic DSM-4 et DSM-5. Enfin, en faisant une analyse multivariée, on notait que les patients qui rapportaient déjà avoir eu des problèmes à cause du jeu étaient plus souvent, avaient 2 fois plus de chances de recevoir un diagnostic en suivant le DSM-5 que de ne pas avoir de diagnostic. Et les patients qui avaient déjà reçu une remarque sur leur pratique du jeu avaient pratiquement 2 fois plus de chances également d'avoir un diagnostic du DSM-5 par rapport à ne pas avoir de diagnostic. On retrouvait également une association quand on voit plus les patients rapportaient avoir des problèmes de jeu, plus ils avaient de chances de recevoir un diagnostic DSM-4 et DSM-5 que d'avoir un diagnostic seulement avec le DSM-5. On ne retrouvait pas de différence en termes de fréquence de jeu, de type de jeu, de quantité d'argent joué. On n'avait pas de différence entre ces groupes-là quand on ajustait sur les différents facteurs de confusion possibles. Donc, en conclusion, comme on pouvait s'y attendre, avec les changements, on a bien une augmentation de la prévalence du trouble lié au jeu en utilisant les critères du DSM-5. Cependant, il semblerait que les nouveaux patients nouvellement diagnostiqués sont bien légitimes à recevoir un diagnostic de troubles liés au jeu, puisqu'ils déclarent des problèmes liés au jeu et un entourage qui leur a déjà fait des remarques face à leur pratique du jeu. Donc, il semblerait cependant que ces patients nouvellement diagnostiqués aient une sévérité de ce trouble lié au jeu qui serait moins sévère que les patients qui étaient jusque-là diagnostiqués uniquement avec les critères DSM-4. Donc on peut faire un parallèle avec ce qu'on appelait avant, avec les critères DSM-4, les orphelins de diagnostic, donc des patients qui avaient des troubles de l'usage des substances, mais qui n'avaient ni les critères d'abus, ni les critères de dépendance, et pourtant qui cliniquement semblaient quand même avoir un trouble lié à l'usage de substances. Donc on peut faire un parallèle avec ces problèmes posés avant avec le DSM-4 pour les substances, et il semblerait donc que ces nouveaux patients étaient effectivement des patients qui jusqu'alors n'étaient pas diagnostiqués comme ayant des problèmes et qui présentaient bien des problèmes. Donc, cependant, d'autres études, et notamment des études de suivi pour évaluer l'évolution en prise en charge de ces patients nouvellement diagnostiqués, sont nécessaires. Voilà, ici la liste de tous mes co-auteurs américains et français et toutes les personnes qui ont aidé à la réalisation de ces études en France et aux États-Unis.
Je vous remercie de votre attention. Voilà, et cette communication est ouverte à vos questions. Et dans la foulée aussi, si vous avez des questions pour l'ensemble des intervenants, c'est le moment. Donc on a eu les addictions sexuelles, la question de l'usage des hormones stéroïdiennes, mais qui s'avèrent être finalement donc des salles de consommation. Hein, c'est pas un lapsus inapproprié. Et puis des questions plus techniques sur les diagnostics, en sachant que qui renvoie aussi sur les questions diagnostiques, par exemple pour les addictions sexuelles, et la question qui a été un peu en filigrane dans certaines questions et dans certaines de vos observations sur, parmi les gens qui peuvent venir, enfin, parmi les gens en difficulté, j'allais dire sociale, avec leur activité sexuelle, il y a les délinquants sexuels, mais qui ne relèvent pas forcément tous d'une addiction sexuelle. Moi, je posais une question un petit peu naïve par rapport à la dernière présentation, parce que très sincèrement, moi, je ne reprends jamais tous les critères diagnostiques pour poser un diagnostic ou pas. Je ne vais pas regarder si c'est le 4 ou le 5, et si elle est le 4 ou 5. À partir du moment où il y a une personne qui me dit qu'elle est en souffrance par rapport à un certain comportement, c'est suffisant pour le suivi. Donc, très sincèrement, moi, je me pose l'intérêt de, voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de décortiquer dans tous les sens si voilà, la sévérité, voilà, de l'argent dépensé, enfin, vous voyez, dans tous les détails, parce que moi, je ne prends jamais le DSM pour poser le diagnostic. Une personne vient et qu'elle est en souffrance par rapport à un comportement, elle nécessite un suivi, point. Enfin, voilà. Donc là, après, ça dépend de votre pratique. Si vous pensez que le seul critère nécessaire, c'est juste de voir si le patient est en souffrance et donc je lui donne un traitement, c'est évidemment... non, c'est évidemment une réponse complètement appropriée. À partir du moment où le patient est en souffrance, il faut évidemment le traiter. Par contre, ça peut être intéressant d'avoir, pour travailler, ça dépend après vos outils thérapeutiques, mais savoir quels sont les dommages créés par le trouble addictif, ça peut être important de quantifier ça. Après, des notions... mais un patient qui arrive et qui dit qu'il est en souffrance, il y a fort à parier que si vous lui faites passer les critères du DSM, il va répondre à plusieurs critères et il aura le critère diagnostique. On n'a pas besoin forcément de savoir à l'avance pour traiter un patient s'il est en souffrance ou pas, puisque c'est la demande du patient. Mais après, il y a des éléments qui peuvent être importants pour après planifier la prise en charge et mettre en place une thérapeutique la plus adaptée, puisque vous n'allez pas forcément avoir le même arsenal thérapeutique. Après, c'est une question de dose-réponse. Les patients les moins sévères n'ont pas forcément besoin de la même quantité de soins et qualité de soins et structure associée qu'un patient qui n'aura pas... Par exemple, un patient qui présente un jeu avec énormément de problèmes sociaux associés, des ruptures familiales, qui a eu des activités illégales ou qui a fait des activités illégales pour pouvoir financer sa pratique de jeu, aura peut-être besoin d'un soutien social plus important, puisqu'il risque d'y avoir donc une rupture sociale avec des dettes et des choses comme ça, qu'un patient qui aura vraiment une souffrance mais qui ne sera pas allé jusque-là, vous n'aurez peut-être pas besoin de mettre en place tout l'arsenal social associé. Donc ça peut être intéressant cliniquement pour savoir quel type de prise en charge pourrait être le plus adapté, le plus proche de la situation du patient. D'autres? Non, pas.
D'autres questions? Pardon, excusez-moi. Merci. Une question très naïve sur les stéroïdes anabolisants. Par rapport aux salles de sport autour de France, on m'a interpellé quelques fois pour me dire mais pourquoi tu ne mets pas un échange de seringues à l'arrivée du Tour de France ou lors d'une étape ou dans une salle. Le mode de consommation de ces produits, c'est quoi? C'est effectivement des injections, des cachets Il y en a deux modes de consommation. Le plus courant, c'est l'injection. Il y a aussi la possibilité de le prendre en tablette, par la bouche, mais il y a des affections hépatiques et rénales très fortes et ça ne va pas si directement. En fait, beaucoup de fois, ils se piquent dans les endroits où ils même veulent travailler plus rapidement. Mais dans le Tour de France, c'est d'autres drogues, hein, beaucoup. Des stéroïdes aussi, mais c'est de l'EPO de 3e génération, c'est aussi beaucoup d'autres substances. Autre question? Les orateurs, ont-ils des remarques ou des... Non, pas de... Donc, avant de vous faire une annonce extrêmement importante, je vous encourage à vous joindre à moi pour remercier les orateurs pour leur présentation. Et je voulais vous remercier d'être là jusqu'à presque la fin du THS, mais on n'est pas tout à fait à la fin. Et surtout, ne partez pas encore, puisque vous êtes restés jusque maintenant, ça serait dommage, puisqu'il va y avoir une communication extrêmement importante par le docteur Doulouet en séance plénière, hein, à 16h30. Qui ne durera pas trop longtemps, hein, je rassure pour ceux qui se disaient, bon, tiens, mais qui est d'une importance extrême par rapport à THS et l'avenir de l'univers. Je vous remercie.